Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour notre escapade, nous vous emmenons en province de Luxembourg. Depuis Bastogne, nous allons suivre le cours de l'histoire avant de nous diriger vers le parc naturel des Deux Ourtes, en selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Pas la peine de s'en cacher, pédaler au départ de Bastogne, c'est inévitablement se mêler à un indispensable devoir de mémoire. Dès le départ de votre balade, par-delà les bosquets, le puissant volume du mémorial du Mardasson se profilera. Inauguré en 1950, cette gigantesque étoile américaine à 5 branches, conçue par l'architecte Georges Dedoyard, honore la mémoire des 76 890 soldats américains tués, blessés ou disparus pendant la bataille des Ardennes. Juste à côté du monument, le remarquable Bastogne War Museum s'avérera une visite incontournable. François Collard, bonjour. Vous êtes le responsable événementiel du Bastogne War Museum. Vous nous accueillez ici, dans votre musée. C'est vrai que Bastogne était au cœur de la bataille des Ardennes. Oui, tout à fait. C'est pas pour rien qu'on surnomme Bastogne Nut City. Parce qu'en effet, lors de la bataille des Ardennes, de la contre-offensive, Bastogne a joué un rôle central. Pour rappel, mais voilà, ça a lieu de décembre 1944 à janvier 1945, même on peut continuer jusqu'à février 1945 si on prend la Grande Ardenne, avec des événements majeurs comme le fameux Nuts du général Macauliffe. Quand le général allemand von Rundstedt lui a proposé la reddition, c'était hors de question. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici dans votre musée? Il y a énormément de choses. Oui, tout à fait. On est un musée qui existe maintenant depuis 5 ans, qui a été rénové il y a 5 ans, qui a doublé de volume. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve déjà 4 personnages assez éclectiques, un soldat allemand, un soldat américain, une institutrice qui a fait la résistance et un petit enfant qui s'appelle Émile. Ces 4 personnages-là, via un audioguide, accompagnent les visiteurs, un audioguide qui est disponible en 4 langues. Et il y a également 3 scénovisions qui permettent de voir la bataille des Ardennes, mais également la Seconde Guerre mondiale sous un angle particulier, que ce soit un angle vis-à-vis des soldats, de la vie des soldats au quotidien, mais également la vie des civils, retranchés parfois dans des caves pendant les bombardements. Donc ça sont les choses principales à voir, mais il y a également plus de 400 objets d'époque, des témoignages de civils à l'époque, mais de vétérans aussi. Vous avez des visiteurs des 4 coins du monde? Oui, tout à fait. On a énormément de visiteurs étrangers. 40% de nos visiteurs viennent d'en dehors de la Belgique. Et parmi ces visiteurs étrangers, on en a 1 sur 4 qui vient des États-Unis, ce qui est quand même assez important, qui montre encore une fois que les États-Unis connaissent Bastogne et ont envie de voir ce qui se retrouve à Bastogne vis-à-vis de la bataille des Ardennes qui les a autant marqués que le débarquement en Normandie. Et on a aussi également 50% de personnes qui viennent des Pays-Bas. François, merci beaucoup de perpétuer cet indispensable travail de mémoire. Quant à nous, on va continuer cette émission avec notre Minute Patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée au pont Canot. Nous sommes ici à La Louvière, c'est le pont-canal du Sar, donc à l'instar d'un viaduc autoroutier ou encore un viaduc de chemin de fer, il y a une problématique, il faut franchir une vallée, et dans ce cas c'était identique. Le canal devait franchir une vallée de près de 500 mètres, et les ingénieurs ont trouvé la solution en construisant un pont-canal, un aqueduc, emprunté par les bateaux qui vont se diriger vers le grand ascenseur à bateaux. On trouve également des ponts-canaux près des ouvrages d'art. Près des ouvrages d'art, effectivement, nous avons des ponts-canaux en amont du plan incliné de Ronquière, en amont de l'ascenseur de Strépitieux, en amont des anciens ascenseurs. Ça permet aussi notamment le croisement des bateaux plus facilement pour qu'ils passent d'une rive à l'autre, ou encore, techniquement, c'est beaucoup plus aisé pour l'accostage des bateaux en amont du plan incliné de Ronquière. Techniquement parlant, ce pont-canal, ici, il est unique. Ce pont-canal, dans sa technique de construction, est exceptionnel puisque on a bétonné sa structure sur le sol et ensuite la structure a été poussée sur des piliers que l'on voit derrière moi. Et à la dernière poussée, c'était 68 000 tonnes qui ont été poussées pour le mettre en place. Et d'ailleurs, il détient un record du monde par cette technique de construction. Voilà, un cocorico wallon.
Coup de pédale après coup de pédale, votre esprit ne cessera d'apprécier la paix retrouvée dans cette région qui était aux premières loges des combats de cette ville de Bastogne qui s'est inscrite comme ville symbole de la résistance héroïque lors de l'ultime offensive allemande. En chemin, vous frôlerez le bois de la paix et surtout le bois Jacques, dans lequel vous ne manquerez pas de vous aventurer. En décembre 1944 et janvier 1945, il a été le théâtre de rudes affrontements entre soldats allemands et américains. Aujourd'hui encore, la forêt de sapins porte les séquelles des combats. Les foxholes ne sont autres que les cavités creusées par les soldats américains pour se protéger à la fois des tirs ennemis et de l'hiver particulièrement vigoureux cette année-là. Poursuivant votre échappée sur la voie verte, votre esprit aura du mal à se départir de ce passé, tant il est inscrit dans l'histoire commune de chacun d'entre nous. Cheveux au vent, vous continuerez votre tranquille escapade sur la ligne des crêtes, appelée de la sorte car elle suit en partie la limite de séparation des eaux entre les bassins de la Meuse et du Rhin. Reliant Libramont à Gouvy et Saint-Vith en passant par Bastogne, elle a été mise en service entre 1869 et 1885. Longue de 79 km, cette ligne secondaire desservait peu de localités, mais a changé la physionomie de quelques villages, comme celui de Bourcy, où commerce et emploi ont été créés avec l'arrivée du chemin de fer. À Bourcy encore, vous vous retrouverez à la croisée des chemins, ou plutôt des lignes ferroviaires et vicinales. D'une longueur de 11 km et demi, l'attachante ligne vicinale 613 unissait le village à Oufalise dans la vallée de l'Ourthe. Serpentant dans le paysage, elle comptait des pentes qui atteignaient exceptionnellement 35 pour 1000. Il fallait dès lors de bons freins à la machine pour assurer son service dans la vertigineuse descente et tout au contraire, bien de la puissance pour hisser les matériaux et les voyageurs au sommet des multiples côtes. Quelque peu à l'écart de la ligne vicinale, vous vous échapperez du côté des villages de Tavigny et de Buret à la recherche des vestiges du canal de Bernistap. Ce projet inachevé, imaginé par le génie commercial des Hollandais, a été entamé à l'initiative du roi Guillaume Ier sur base des plans d'un colonel du génie, Rémy de Poyt. L'idée était de réaliser un canal d'une longueur de 263 km, jalonné de nombreuses écluses entre Liège sur la Meuse et Wasserbillig sur la Moselle. Ce chantier colossal débute à l'automne 1827. Après la Révolution belge, les travaux sont suspendus et en 1839, le projet est définitivement abandonné. Retrouvant l'assise de l'ancienne ligne vicinale, vous apprécierez les paysages herbagés du parc naturel des Deux Ourthes et filerez doucement vers Oufalise. Vous suivrez ainsi en quelque sorte les traces des nombreux voyageurs, parmi lesquels le musicien Eugène Ysaÿe, qui se rendait en villégiature dans celle qui n'était pas encore à l'époque la capitale belge du VTT. Arrivé à Oufalise, vous prendrez un peu de hauteur pour vous offrir une vue imprenable sur la ville construite le long des méandres de l'Ourthe. Elle est également marquée à jamais par l'offensive von Rundstedt, puisqu'en décembre 1944, seules 10 maisons sont restées debout après le bombardement de la localité par l'aviation américaine. Et puis, par-delà Oufalise, en bordure de rivière, une nouvelle halte s'imposera. Frédéric Feller, bonjour, vous êtes journaliste à TV Luxe, nous ne sommes pas très loin d'Oufalise, au bord de l'Ourthe, dans un magnifique cadre. Mais où sommes-nous? Alors ici, en fait, on est sur le domaine des cabanes de Ranciouet, qui aujourd'hui est un vaste complexe touristique, mais touristique plutôt écologique. On vient ici se retirer pour profiter de la nature dans des magnifiques cabanes qui ont été construites ici depuis 2012. Au début, il y en avait 3, maintenant il y en a une vingtaine. Elles sont réparties un petit peu partout. On ne les voit pas nécessairement parce que justement, c'est un peu l'objectif, c'est d'être
en pleine nature, d'être un petit peu retiré. Alors on dit cabane, mais c'est plutôt de jolis petits chalets où on peut venir se reposer tranquillement. Le site tire son nom du moulin de Ranciouet, qui est un moulin qui date du XVIIIe siècle, qui a encore fonctionné, on va dire, dernièrement au XXe siècle entre 1932 et 1956, et puis là l'activité s'est arrêtée. La roue avait d'ailleurs complètement disparu. Là on voit cette belle roue à aubes, on a l'impression qu'elle fait partie du cadre depuis toujours, mais en fait elle avait complètement disparu et ils l'ont reconstruite. Alors évidemment, il n'y a plus tout le mécanisme derrière qui permettait de faire tourner, actionner les meules. Par contre, maintenant ça fait tourner un générateur qui produit de l'électricité pour une quarantaine de ménages. Donc voilà, ça c'est quand même c'est pas mal. Et c'est aussi évidemment dans la philosophie du lieu qui veut être éco-responsable aussi. Des moulins, il y en a pléthore dans la région et votre collègue Samira Boudou a poussé les portes du moulin de Mabompré. C'est pas le fruit du hasard, hein. Oui, bien sûr. En fait, elle a suivi Jackie Adam, qui est un passionné de moulins et qui, depuis plus de 20 ans, consacre des ouvrages sur la question. Il a intitulé sa série « Des moulins et des hommes ». Celui de Mabompré, en fait, a une histoire encore particulière puisque les derniers occupants, les derniers témoins, sont toujours en vie pour expliquer comment ce moulin a fonctionné. Il est resté dans la même famille, la famille Ouidar, depuis plus de 100 ans, mais le moulin, lui, existe quasiment depuis le 9e siècle. Et c'est vraiment ce genre d'histoire qu'aime raconter Jackie Adam, qui est un passionné, qui lui-même est fils de meunier. Frédéric, merci beaucoup. Et puis on va tout de suite regarder ce reportage de Samira Boudou consacré à Jackie Adam et au moulin. À Mabompré, on a retrouvé la trace d'un moulin au Xe siècle déjà. Le moulin actuel a lui été construit en 1843. Le grand-père de Gustave l'avait acheté en 1906. Son père le fera évoluer en 1948. Et puis Gustave l'a repris en 1972. Il y a travaillé et vécu. Nous avons vécu 12 ans ici avec les parents. Et nous avons eu 3 enfants qui sont nés ici. Un moulin aussi qui tournait, on peut le dire, jour et nuit, souvent. Jour et nuit, oui. Et la porte était toujours ouverte. Et la maman de Gustave versait du café à tout le monde. Ce sont des milliers de tasses de café qu'elle a distribuées. On a continué encore quelques années. Quand papa est décédé, il peut fonctionner du jour au lendemain. Oui, il suffit de faire tourner la roue et c'est une toute nouvelle. Ce sont ces histoires que Jackie Adam a recueillies dans un premier livre, Des moulins et des hommes, l'Ourthe orientale, c'était il y a 20 ans. Depuis 6 tomes sont parus, un travail de mémoire passionnant pour ce fils de meunier. Toutes ces rencontres-là ont été tellement riches et vraiment accueillantes et, je sais pas, plein de richesses humaines. Jackie Adam a rédigé 6 tomes couvrant l'Ourthe orientale, occidentale, l'Ardenne à la Famenne, le Condro vers la Meuse. Un travail long consacré aux gens des moulins, le meunier, son épouse, leurs enfants, des récits de vie. J'ai essayé de rencontrer les familles qui ont occupé les moulins les 100 dernières années. Et j'allais avec mon enregistreur enregistrer les témoignages. Après le tome 6, qui arrivait à Liège, au moulin Marcotti à Liège, le dernier moulin sur l'Ourthe, juste avant de rejoindre la Meuse, je me suis dit je vais écrire un livre sur les légendes. Je n'y pensais pas du tout, du tout. J'ai des belles histoires, des légendes, et voilà, j'ai commencé, il est sorti il y a 2 ans, et comme j'ai retrouvé quelques légendes, je suis retourné dans les bibliothèques d'un peu partout en Wallonie. Un autre ouvrage est lui aussi en préparation. Il est le fruit des rencontres et des recherches effectuées pour le bassin de l'Ourthe. Les flots de l'Ourthe orientale continueront un bon moment encore à vous séduire. Telle une sauvageonne, la rivière serpentera autour des massifs rocheux, dessinera ses courbes et pittoresques petits barrages naturels avant d'aller rejoindre sa sœur occidentale. L'heure sera alors venue de ne plus faire qu'une. L'Ourthe naîtra du côté du barrage de Nisramon et s'en ira arroser bien d'autres contrées.